Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, Bien dans son job, on parle du télétravail alors officieux et de l'extrême. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle dans quelques instants avec Caroline Diard. Elle est enseignante-chercheuse en management des ressources humaines et en droit à l'ESC Amiens. Elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution, avec aujourd'hui la FDJ, la Française des Jeux, qui s'engage pour l'emploi et qui innove. On fera le point dans quelques instants avec le RH de la FDJ. Puis le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Nicolas Hazard. Alors il est le fondateur et président d'INCO et auteur de ce livre passionnant. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. C'est le monde de demain qui est finalement déjà à notre porte. On va en parler avec lui dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la grande scène du recrutement. Bah oui, recrutement et théâtre. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même combat? On en parlera dans quelques instants avec Thierry Bismuth. Alors, il n'est pas acteur, encore que, il est recruteur. Il a fondé le réseau Odyssée RH. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son télétravail. Tiens, le télétravail, on en parle beaucoup depuis le Covid, évidemment, ici sur ce plateau. Et on va en reparler cette fois-ci sous un angle un peu particulier. On en parle avec Caroline Diard. Bonjour Caroline. Bonjour. Ravie de vous retrouver, enseignante-chercheuse en management des ressources humaines et en droit à l'ESC Amiens. Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui, alors le télétravail, tout le monde en parle, mais du télétravail officieux et de l'extrême. Alors, on commence par le télétravail officieux. C'est quoi le télétravail officieux? Si j'ai bien compris, ça existait avant le Covid, ça. Exactement, vous avez tout à fait compris. Le télétravail officieux, ça existait bien avant que tout le monde soit confiné et que tout le monde soit dans une situation de télétravail dégradée, contrainte et d'un seul coup. Mais organisé quand même un peu. Et organisé. Un peu. En fait, avant le premier confinement, quand on interrogeait des collaborateurs sur le terrain, on se rendait compte que le télétravail existait déjà, que les chiffres officiels n'étaient pas très conséquents parce que le télétravail n'était pas déclaré et qu'il était donc officieux. Donc on avait tout un tas de collaborateurs, soit du côté des managers ou du côté des managers, qui indiquaient que quand il y avait besoin de se concentrer, de prendre un peu de temps, de se mettre à part, on prenait l'ordinateur et on allait travailler à la maison. Donc on faisait du télétravail officieux. J'ai beaucoup écrit avant le confinement sur la nécessité de formaliser les choses, bien que ce ne soit pas une obligation légale depuis les ordonnances Macron, dont les décrets ont été publiés en 2018. Donc on n'était pas obligé de formaliser, mais dans ce que j'ai écrit, je pensais qu'il était quand même plus adéquat de proposer un cadre normatif, soit par une charte, soit par un accord d'entreprise. Allez, pour être concret, c'est-à-dire je prends mon ordinateur, je dis à mon chef de service, à mon manager, qu'importe le mot, écoute, je m'en vais, j'ai besoin de 2 heures. Ça peut être interprété comme quelqu'un de consciencieux, mais ça peut être aussi considéré par les collègues, par l'extérieur, de se dire, bon, là, il part à 15 heures, il nous fait le coup du télétravail, mais en fait, voilà, il y a quand même cette idée-là qui ressort. C'est exactement l'idée, du coup, de la nécessité de formaliser les choses. Alors, entre-temps, beaucoup d'accords d'entreprise ont été signés. Vous le savez, la NDRH a beaucoup communiqué sur le sujet. Depuis 2020, il y a un nouvel accord national interprofessionnel qui encadre tout ça. Non contraignant, mais du coup, ça a donné quand même une énergie, ça a stimulé le dialogue social et ça a permis de formaliser. Donc du coup, aujourd'hui, le télétravail officieux, j'ai tendance à dire c'est un faux débat. Parce que le télétravail, aujourd'hui, si on a besoin de télétravailler, dans beaucoup d'entreprises, on a mis en place le télétravail, soit par charte, soit par voie d'accord, soit parce que c'est entré dans l'usage et que c'est fait de façon... 1 ou 2 jours. Exactement, 1 ou 2 jours, et ça fonctionne très bien. Donc télétravail officieux, oui, avant... j'ai tendance à dire maintenant, c'est plus vraiment un sujet. Juste un mot, Caroline, quand même, parce qu'il y a maintenant les accords, on voit que c'est rentré plus ou moins dans les mœurs, mais parfois on a souvent envie de télétravailler, surtout quand on est sur son espace de travail, et dans le moment où on est au travail. Là, on peut se le permettre encore d'être dans l'officieux, c'est-à-dire qu'on a eu ces 2 jours de télétravail, et puis le 3e, on a vraiment besoin d'une réunion au téléphone et de se concentrer, et on dit à son manager, écoute, c'est hors cas de télétravail, mais il faut que je m'en aille. Là, ça devient plus compliqué quand même. Ça ne devient pas vraiment compliqué parce que du coup, ça reste toujours du télétravail officieux. Alors, il y a des salariés qui le formulent très bien et qui disent j'ai 2 jours dans mon accord d'entreprise, parfois j'ai besoin d'un 3e, je me mets d'accord avec mon chef de service et je le fais.
Donc ça reste encore du télétravail officieux, mais c'est plus un vrai sujet parce que aujourd'hui, il y a une forme d'acculturation au télétravail dans les entreprises, à la fois pour les managers et pour les chefs d'entreprise, qui ont pris conscience des bénéfices, des risques, des opportunités et des menaces du télétravail. Donc, faire du télétravail officieux, oui, parce que ça peut être un peu dans l'urgence et hors cadre, mais ça reste quelque chose d'assez facile finalement. Donc finalement, il y a une forme d'agilité et de souplesse. C'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle le télétravail de l'extrême? Alors le télétravail de l'extrême... c'est en montagne, en très haute montagne? Alors c'est pas du trail en montagne, hein, malheureusement ça aurait été un peu plus amusant. C'est soit du télétravail de l'extrême, c'est-à-dire sur la durée, donc on est sur du full remote. 100% en télétravail. 100% en télétravail. Soit c'est du télétravail de l'extrême au niveau de la distance géographique. Alors sur le télétravail qui serait sur une durée extrême, on a des entreprises, alors il y a Mutuelle Générale et Boursorama, qui ont tenté l'expérience, expérience toujours en cours. Ils sont venus en parler sur notre plateau, en tout cas Boursorama. Exactement, donc c'est intéressant de voir que ces entreprises ont proposé du télétravail à temps complet, avec un retour quand même sur le lieu de travail, quelques jours par mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul encore aujourd'hui pour savoir comment ça va se passer par rapport aux collaborateurs et par rapport aux chefs d'entreprise. Mais en tout cas, c'est une volonté de dire, d'un seul coup, on bascule dans une extrémité de l'organisation du travail, qui est de dire, je mets les gens à distance. Après, il y a une autre forme de télétravail extrême, qui est le télétravail qui s'effectue très loin, en fait. Donc, j'habite très loin de mon lieu habituel. J'habite à Majorque, j'habite en Guadeloupe, j'habite... Exactement. Alors, le problème se pose pour des raisons légales quand on va aller dans un pays qui n'est pas la France. Oui. Alors, je travaille actuellement sur une expérimentation sur un salarié qui est outre-mer. Donc, quand ce sera terminé, cette étude longitudinale sur 12 mois, je pourrai revenir vous en parler. C'est-à-dire, excusez-moi, dans votre méthodologie de chercheuse, là, ce n'est pas le professeur, c'est voir comment il se connecte, à quelle heure il se connecte, quelle est la relation de travail qu'il a de l'autre côté, parce que c'est ça que vous faites. Exactement. Alors, là, vous avez quand même quelques indices sans vous tirer les verres du nez. Comment ça se passe? Exactement. Alors, ce qu'on étudie, en fait, c'est l'évolution du contrat psychologique avec un entretien tous les mois et un questionnaire rempli par le salarié et son chef de service chaque mois. Donc, on va étudier l'évolution du contrat psychologique et comment se comporte le salarié par rapport à son collectif de travail et comment le collectif de travail se comporte par rapport à lui, puisqu'il est très loin. Bien sûr, vous n'avez pas fait vos conclusions, mais qu'est-ce qui, comme ça, de prime abord, quels sont les éléments qui ressortent quand même là, comme ça? Alors, les éléments qui ressortent, c'est qu'il y a parfois des difficultés qui sont des difficultés techniques. Et quand on est très loin, on n'a pas la possibilité d'apporter l'ordinateur portable au service informatique. Et puis, il y a eu des difficultés techniques parce que le salarié, éventuellement, si il doit revenir à un moment donné, de temps en temps quand même dans l'entreprise, si on a... une pandémie qui passe là-bas avec un pass sanitaire, etc., il peut être bloqué. Donc, attendez, juste un détail. C'est des facteurs de contingence. Le cas précis, parce que c'est intéressant, vous travaillez sur un cas, une histoire complète de A à Z sur 12 mois. Cette personne a choisi, on lui a imposé le full remote. Non, elle a choisi. Elle l'a choisi. Elle a demandé, on lui a accordé. Un full remote, on est d'accord? Un full remote. D'accord. L'entreprise a fait preuve d'agilité, donc a accordé une possibilité dans le cadre d'une expérimentation sur 24 mois. Donc, il y a eu un avenant au contrat de travail. Donc, on est vraiment sur un cas isolé, mais atypique. Très intéressant. Qui est très intéressant à étudier. Mais votre personne, femme ou homme, peu importe, elle s'y retrouve, comme on le dit, on le dit parfois un peu couramment. Est-ce qu'elle se retrouve dans cette formule ou est-ce qu'elle-même, qui l'avait souhaité, en voit les limites? Alors, la personne semble voir des limites sur plein de sujets, sur l'isolement par rapport au collectif de travail, sur des difficultés techniques, sur le petit grain de sable qui fait que parfois on ne peut pas avancer. Par contre, il y a un vrai bénéfice au niveau de la qualité de vie personnelle. Évidemment, donc ça c'est le côté positif. En revanche, je ne sais pas jusqu'où vous en êtes, vous avez fait combien de mois avec elle? On en est à 8 mois. 8 mois, donc vous êtes tout près d'arriver. En septembre, vous aurez vos conclusions. Oui. Quand même, le full remote, parce que là vous avez un regard sur un cas, c'est la bonne solution ou pas? Parce qu'il y a beaucoup d'experts qui viennent sur ce plateau et qui en ont parlé, et on en reparlera, qui disent finalement le full remote, c'est pas toujours accepté, c'est compliqué à mettre en place, et c'est plus facile de faire du télétravail.
Alors, c'est effectivement plus difficile de mettre en place quelque chose d'extrême parce qu'on est obligé de faire des exceptions à une règle et on est obligé parfois de s'adapter par rapport à des facteurs de contingence comme on en a parlé, par rapport à un collectif de travail, à des règles en interne, donc c'est assez compliqué. Le fait d'être en travail hybride simplifie beaucoup les choses finalement, hein. C'est la solution un peu de facilité aujourd'hui, travail hybride, parce que on est... Tantôt à la maison, tantôt en présentiel et à tour de rôle. La grosse difficulté, c'est plus pour le manager pour organiser les plannings et réunir le collectif de travail. Le télétravail, vous qui avez un regard d'experte, d'observatrice, il est entré dans les mœurs ou là encore, on est encore en train de tâtonner? Moi, j'ai le sentiment qu'au moins le mode hybride est entré dans les mœurs. C'est complètement entré dans les mœurs. Alors là, je partage tout à fait votre opinion. Les personnes qu'on peut rencontrer sur le terrain sont relativement unanimes sur le sujet. Aujourd'hui, quand on est en télétravail, c'est comme si on était en présentiel, alors qu'avant le confinement, quand quelqu'un était en télétravail, on avait du mal à le déranger. On disait oui, il n'est pas là, etc. Là, aujourd'hui, c'est totalement fluide et transparent pour tout le monde. Mais c'est comme si la personne était derrière la cloison, quoi. Exactement. C'est totalement entré dans les mœurs. C'est-à-dire qu'on organise une réunion, il y en a qui vont être en présentiel, il y en a qui vont être en distanciel. On a besoin d'un document, d'une information, que la personne soit chez elle ou qu'elle soit dans l'entreprise. Finalement, il y a une forme d'ubiquité qui se développe. Avant de nous quitter, l'employeur de cette personne qui est en Outre-mer, que vous suivez jusqu'au mois de septembre, elle est contente, elle est satisfaite de la productivité de son collaborateur? Ça semble bien fonctionner pour l'instant. Donc plutôt une expérience positive. Donc j'espère que vous pourrez m'inviter à en parler. Vous racontez, oui, vous êtes plusieurs à travailler sur cette personne. On est à deux avec Virginie Achard qui était aussi venue avec moi sur ce plateau. Vous venez souvent accompagné de vos livres. Vous êtes venu avec vos 2 derniers livres. Je ne voudrais pas qu'on oublie de les présenter. Je ne l'avais pas fait au début de l'émission. Caroline Diard, Emmanuel Baudouin, Sylvie Berthet, Aide-mémoire, ressources humaines, 3e édition. Donc là, c'est vraiment un travail de spécialiste sur les contextes réglementaires. C'est des sujets techniques. Je vous montre la couverture, évidemment, un peu comme le faisait Thierry Ardisson il y a longtemps. Et transformation digitale de la fonction RH, édition Duno, lui aussi, panorama analyse des pratiques, repère pour une mise en œuvre, Emmanuel Baudouin, Caroline Diard, Myriam Benabid et Karim Chérif chez Duno. Voilà le 2e livre pour être totalement complet. Merci avec Caroline. Un chapitre sur le télétravail. Et un chapitre sur le télétravail dont vous venez de nous parler, puis des témoignages aussi de professionnels. C'est toujours intéressant d'argumenter, d'avoir des réalité de terrain. Merci Caroline Diard de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Et on va parler de la Française des Jeux. Les entreprises s'engagent, notre rubrique avec notre partenaire Un Jeune, une solution. On en parle chaque semaine à la rencontre d'une entreprise qui s'engage pour l'emploi. Et on accueille aujourd'hui Pierre-Marie Argouache. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Directeur expérience, collaborateur et transformation du groupe FDJ, la Française des Jeux. C'est une marque, j'ai envie de dire, qu'on ne présente plus. Tout à l'heure, par erreur, j'ai dit que vous étiez DRH, par habitude. Vous me dites, mais je suis le DRH, mais moi je m'appelle expérience, collaborateur et transformation. C'est une volonté politique de l'entreprise. Et de vous? De moi-même, puisque j'ai jamais été très très heureux avec le mot ressources humaines. Je ne gère pas des ressources, je gère des talents et des potentiels. C'est l'humain, ma spécialité, la relation humaine. Et donc l'expérience collaborateur exprime beaucoup plus ce que je fais et ce que j'essaye de faire avec mes équipes toute l'année, c'est-à-dire accompagner les collaborateurs dans tout leur parcours professionnel, en amont, marque employeur. Aujourd'hui, on fait de la marque employeur et on dit venez à la Française des Jeux. On a des beaux postes à vous proposer tout au long de leur carrière professionnelle et puis bien sûr au moment de l'accompagnement du départ en retraite, etc. On va parler des recrutements parce que vous êtes une entreprise qui recrute, qui est très sensible à l'égalité femmes-hommes, à la manière dont on manage, à l'invention managériale. Mais vous, dans votre parcours, quand même intéressant parce qu'en 2009, vous avez reçu le trophée du DRH entrepreneur, en 2012, le prix de l'initiative RH de l'année, et puis vous avez reçu d'autres prix, notamment venu le trophée de la chair et sec, là c'était en 2000. Vous êtes quand même, au-delà du fait que vous êtes quelqu'un qui est dans la réalité d'une entreprise, vous réfléchissez beaucoup quand même aux mutations, aux transformations, aux améliorations? Je pense que c'est le rôle du DRH d'être un précurseur, de pouvoir aller chercher les bonnes idées. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui invente les ressources humaines. J'ai une petite phrase et une citation que j'aime beaucoup. Nos meilleures idées viennent des autres. Partager avec les autres, confronter des avis, aller chercher. J'ai été président d'un club de DRH, Mouvement Génération RH, pendant 7 ans.
On a partagé avec des DRH, l'un est plus en avance sur Ouais, tel ça aide sujet, beaucoup, ça. l'autre a besoin d'être accompagné. Et j'ai beaucoup puisé mes idées auprès de mes collègues RH. Et modestement, quelquefois, on est venu me dire, tiens, tu as fait ça, ça m'intéresse, comment as-tu fait? Et je pense que ce partage entre DRH est un moyen de mieux servir la stratégie de l'entreprise. Alors, un jeune, une solution, cette plateforme, on le redit, qui met en relation l'offre et la demande. D'abord, est-ce que vous avez besoin, parce que FDJ est une marque, j'allais dire, emblématique, connue, est-ce que vous avez besoin aussi d'aller sur le site Un jeune, une solution? Est-ce que vous êtes dans cette situation-là aussi? On est partenaire. Tous nos postes, toutes nos offres d'emploi sont publiées sur Un jeune, une solution. Et nous passons par cette plateforme, notamment pour recruter ces jeunes, avec un haut niveau d'exigence pour ces jeunes, parce que nous les accompagnons avec du tutorat, du monitoring, du mentorat, pardon. Et on a un niveau de jeunes en alternance qui a toujours été extrêmement important. On est à 7 à 8% des effectifs tous les ans, 180, 170 jeunes en alternance que nous recrutons et de jeunes qui nous rejoignent pour apprendre un métier. Peut-être que je ne vais pas être précis dans les chiffres, mais j'ai 2500 collaborateurs, c'est bien les chiffres que vous avez? C'est exactement 2500. 2500. 2500 et quelques CDI, et si on compte justement les alternants, les CDD, on est plus proche de 2700. 300 recrutements de CDI effectués en 2021, la plateforme, on l'évoquait. Et puis, il y a quand même chez vous cette volonté là d'aller peut-être plus loin que les autres sur la mixité et la diversité. Pourquoi cette volonté? Alors, c'est vraiment une volonté. Moi, j'ai toujours eu cette philosophie. Je ne le fais pas parce que des lois disent qu'il faut le faire. C'est comme pour le handicap. Je le fais par une conviction que j'ai constatée. Je suis dans le métier depuis plus de 30 ans. Mes cheveux blancs en témoignent. Une conviction que cette diversité, c'est une richesse dans l'entreprise. Et c'est par cette diversité qu'on performe dans la durée, une performance durable. Et donc, que ce soit la mixité, que ce soit les sujets de diversité sur les origines ou que ce soit le handicap, j'ai eu la preuve que la performance est au rendez-vous quand on a cette mixité. Je me souviens de services où j'avais que des femmes ou des services où j'avais que des hommes pour parler de mixité homme-femme. C'est moins efficace. La mixité. Donc c'est le mélange, le croisement d'idées, de personnalités, d'attitudes. Oui, et c'est vrai que le regard peut être différent. Et puis, je vois qu'on a beaucoup de difficultés à recruter des femmes dans le monde informatique. On recrute, la moitié de nos recrutements par an sont technologie et informatique. Et nous recrutons des femmes en informatique. Et donc, je fais un appel, si des femmes à formation scientifique et pas forcément ingénieurs, parce qu'il y a aussi un sujet de mixité des diplômes. C'est vrai. Trop souvent, on va vers du clonage. L'informatique recrute des ingénieurs, le marketing et le commercial recrutent des écoles de commerce. Non, il faut croiser aussi les formations et les origines diverses aussi dans les diplômes pour avoir de la performance dans l'entreprise. La FDJ, donc 4e du palmarès de la féminisation sur le SBF 120. Et puis, vous êtes le groupe qui a obtenu un score de 100 sur 100 à l'index Pénicaud. Enfin, tout ça doit vous rendre fier. Parce que voilà, c'est un travail que vous avez mené, comme vous le disiez, avant qu'on invente la loi. Mais enfin, vous étiez là, quoi. J'ai quelquefois des amis DRH qui disent « Mais Pierre-Marie, comment tu fais ?» Ouais, c'est ça, parce que vous êtes allé plus vite que les autres. Hein. Et je dis tout simplement, quand on a commencé il y a plus de 10 ou 15 ans sur des sujets pareils, mais un jour, on finit par avoir les résultats de cette réduction d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Et donc, si on commence maintenant, mais rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour les entreprises qui ne commencent que maintenant et qui ont entendu que la loi demande à ce qu'on fasse des efforts sur ce sujet. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devait faire, rien ne justifie qu'on n'ait pas le même nombre de femmes managers dans l'entreprise, le même pourcentage, que de femmes pourcentage dans l'entreprise. Et avant la loi Rixin, puisqu'il y a une loi récente. Exactement. Et donc, du coup, le fait de l'avoir démarré il y a assez longtemps, j'étais, j'avoue, très surpris et très fier d'apprendre que nous étions la seule entreprise du SBF 120 à avoir un indice Pénicaud à 100 points sur 100 points. Je pensais que d'autres avaient fait le boulot et force est de constater que non. Vous venez en parler sur ce plateau, alors vous n'êtes pas le DRH, on a compris le titre que vous êtes attribué, qui est beaucoup plus clair et qui colle peut-être plus à vos convictions. Pourquoi on vient chez vous? Est-ce que vous avez des difficultés, vous aussi, comme beaucoup de DRH ou de décideurs qui nous disent « moi je peine à recruter ». Est-ce qu'aujourd'hui, après tout, par sa marque employeur, par ce qu'on vient d'évoquer, vous attirez des talents? Alors, on attire beaucoup de talents, mais on a les mêmes difficultés que le marché sur le digital, sur le data, sur le cyber. On a les mêmes difficultés. Et donc, on se bat dans les salons pour mettre en avant la marque employeur FDJ. Et ce que j'ai envie de dire à un candidat qui nous écoute et qui nous regarde, venez dans une entreprise qui a gardé sa dimension humaine. 2500 personnes, ce n'est pas un monstre.
à la fois une entreprise qui a une puissance de feu d'un grand groupe industriel, un grand groupe, dans une grande entreprise, et en même temps, le DRH que je suis essaye de connaître intuitu personné le plus grand nombre de collaborateurs, d'être à dimension humaine, permet à une personne de mieux faire valoir ses savoirs et ses compétences. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait ou réussi à faire? Parce qu'on voit bien qu'il y a chez vous comme ça quelque chose de défricheur avant la loi. Alors, il suffit d'aller voir ce qui se fait à la FDJ pour voir les lois qui arriveront 6 mois plus tard. C'est un peu ce que vous me dites. Je peux vous donner mon sujet du jour. Oui, c'est ça. Il y a... Réenchanter le fait de revenir au travail pour faire du collectif. On parle de télétravail. On vient d'en parler, oui. On vient d'en parler. Moi, si c'est pour revenir au bureau, pour télétravailler dans une bulle au bureau, ça sert à quoi? Je suis convaincu que la force vient du collectif. Et on sait très bien que les réussites collectives sont des réussites que les collaborateurs aiment bien partager. Avoir réussi le lancement d'un produit, avoir réussi la privatisation française des jeux. On a été des centaines de l'entreprise à bosser sur cette privatisation. C'est un succès collectif. Et donc, réenchanter le futur, réenchanter le plaisir à travailler avec ses collègues, tout en maintenant des jours de télétravail. Vous en parliez tout à l'heure. Nous, on a fait une démarche inverse. On ne dit pas combien de jours de télétravail par semaine. On dit 2 jours de présence physique dans l'entreprise. Par semaine. Par semaine. Ce qui fait que la personne peut, au minimum, peut faire 2 jours de présence, 3 jours de présence, 4 jours de présence. Et la différence sera des jours de télétravail. Et il y a des moments de l'année où on peut plus télétravailler, des moments de l'année où on se resserre. Ouais, donc vous ne le cristallisez pas sur un planning, quoi. Et on a donné un contingent de jours à l'année. On peut faire 100 jours de télétravail dans l'année, en ayant cette obligation d'avoir 2 jours de présence dans l'entreprise. Avec les profils juniors, c'est quoi les profils juniors? Alors ça, avant de nous quitter? Une création. Bah voyez. Une création FDJ. Vous êtes modeste. Oui, mais j'ai eu 45 ans le jour où une loi est sortie pour dire qu'à 45 ans, vous êtes un senior. Je peux vous dire que je me suis regardé dans la glace. Ouais, ça met un petit coup quand même. Ça m'a mis un petit coup derrière la nuque en me disant, mais est-ce que je suis vraiment un senior? Et j'ai jamais été à l'aise avec cette notion de senior à 45 ans, je trouve ça horrible. Et donc, on a créé la notion à la Française des Jeux de jeunes seniors, les géniors. 45-55 ans, géniors. Et on a des actions pour ces populations-là, de formation, de bilan de compétences, pour se réorienter, parce qu'on a encore une carrière à faire, on a encore plein de choses à faire à 45 ans. Donc, jeunes seniors, 45-55, et une politique pour les seniors, 55 et plus, pour préparer à la retraite. Ça veut dire une politique en interne FDJ, c'est-à-dire quoi? De formation, d'accompagnement, de possibilité de pouvoir sortir du groupe aussi, parce qu'on veut faire autre chose? On a par exemple une formation qui s'appelle Imagine. Imagine ton futur différent dans l'entreprise. C'est une formation collective où on fait un peu de bilan de compétences, un peu de coaching. Et qu'est-ce que j'ai fait sur ces 15 ou 20 dernières années? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle devant moi? Et très souvent, à ces âges-là, on se dit, bon, ça y est, moi je suis sur les rails et puis je continue. Ben non, il faut changer, renouveler, avoir un nouveau métier, relever des défis, avoir un projet de vie professionnelle. Je crois beaucoup à cette notion de projet de vie personnelle et de vie professionnelle. Et donc vous les accompagnez aussi à faire accoucher, parce que parfois c'est assez compliqué finalement de définir un projet. On l'a d'une manière un peu empirique et vous les accompagnez vers ce projet. Et puis on leur propose des jobs en interne pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire autre chose. Pierre-Marie, on va être en retard. Combien de postes là, il y a combien de postes ouverts si je vais sur le site de la FDJ? On a une quinzaine de postes en permanence qui tournent, qui sont là 15 ou 20. Tech, 15, principalement tech. Beaucoup de tech, mais pas que. On recrute dans beaucoup de domaines et beaucoup dans le domaine de la finance, dans les RH aussi, dans la communication. On a le sport aussi, vous êtes un sponsor d'une équipe de cyclisme. Et dans le sport, et notamment en ce moment en marketing sportif, on accompagne, non seulement on a une équipe cycliste, mais en plus on est partenaire des JO 2024, donc on a beaucoup de choses à lancer. Dans la plus belle entreprise de la Terre. Oui, c'est ça. C'est des domaines qui attirent les jeunes, ça, en général. Exactement. Ce type de secteur. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. J'espère que vous aurez le temps de revenir nous voir pour nous faire partager vos expériences. J'avais même presque envie de dire vos expérimentations, parce qu'il y a un petit côté comme ça, peu chimiste des RH. Pierre-Marie Argouache, directeur expérience, collaborateur et transformation du groupe FDJ. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va retrouver notre cercle RH. C'est un grand entretien avec un livre et son auteur, Nicolas Hazard. C'est une phrase que vous avez peut-être entendue. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Il nous parle dans ce livre, qui est un livre qui est très documenté, des 21 métiers du futur, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, les robots, et sur 21 portraits d'entrepreneurs, femmes et hommes, qui nous racontent leur parcours, leurs histoires et leurs engagements. On accueille cet invité juste après la pause.
Le Cercle RH, notre émission et débat quotidien, avec aujourd'hui un grand entretien avec Nicolas Hazard. Bonjour Nicolas. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes le fondateur et président d'Inco. On va parler de votre entreprise. Vous l'avez créée juste après être sorti de l'école. Vous aviez finalement pressenti qu'on allait parler d'entreprise à impact, de raison d'être. Et puis il y a 10 ans, vous avez démarré entreprise internationale. Et puis vous écrivez beaucoup, parce que je crois que vous avez envie de transmettre. On va en parler avec vous un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? C'est une phrase qu'on entend quand même. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Il faut mettre le ton. 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Trouvez votre place dans le nouveau monde du travail chez Flammarion. Et puis, avant de démarrer et de commencer à ouvrir ce livre que j'ai pas mal écorné, que j'ai trouvé passionnant, un mot quand même. Inco lance une coalition mondiale pour aider 100 000 réfugiés ukrainiens à se reconstruire à travers la formation et l'emploi. Au-delà de l'aspect, je dirais, généreux, pourquoi cette initiative ? Pourquoi vous avez décidé d'initier cette initiative ? Parce qu'il y a énormément de réfugiés qui, que ce soit en Pologne, en Roumanie, en République tchèque et aussi en Europe, qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi et que les aider, c'est bien évidemment leur trouver un toit, les aider à se nourrir, etc. Mais on se construit, on se reconstruit aussi par le travail et par l'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes qui sont à pourvoir, il y a des industries qui recrutent énormément et donc pourquoi pas utiliser toutes les compétences et les connaissances de ces Ukrainiens pour les accompagner sur le marché du travail. Quelques mots, je dirais, d'ordre organisationnel. Comment ça se passe ? Parce qu'une coalition, ça veut dire que vous avez essayé de rencontrer, rassembler tous ceux qui avaient la volonté d'avancer avec vous. Ces 3 axes de formation, comment ça se passe ? Vous allez les chercher, vous allez à leur rencontre. C'est pas si simple, hein. J'imagine qu'ils n'ont pas forcément accès à toutes les informations, même s'ils sont très connectés. Comment ça se passe ? Alors c'est deux pans en fait différents. Nous on est un pont et c'est le rôle d'Inco depuis 10 ans entre des entreprises, des grandes entreprises généralement qui recrutent, qui ont des besoins de recrutement qui sont très forts. Et donc nous on va aller les voir, des entreprises internationales qui nous disent de quoi elles ont besoin, de combien de personnes, etc., etc. Et puis de l'autre côté, c'est aller à la rencontre de ces réfugiés à travers des organisations, des associations. Nous on est par exemple très présent en Pologne, à Varsovie, où on a un grand bureau et on travaille déjà beaucoup. On a déjà formé beaucoup de réfugiés depuis le début de la crise. Et donc, c'est faire la connexion entre les deux, les former, les rendre prêts à l'emploi pour que derrière, ils puissent intégrer les différentes boîtes. Juste un mot sur le numérique, parce que j'ai vu qu'il y avait une formation numérique. Alors, on sait qu'en France, parce que là, on a compris que vous parliez à l'international, en France, c'est principalement des femmes accompagnées de leurs enfants, plus ou moins âgés d'ailleurs. Est-ce qu'elles vont se tourner vers le numérique ? Les Ukrainiens, on le sait, c'est un peuple très connecté, très, très fort en termes numériques. Ces femmes, elles ont besoin de se former, vous pensez ? Bien sûr. En fait, avant la crise ukrainienne, avant la guerre en Ukraine, il y avait déjà 200 000 codeurs en Ukraine. Ah ouais, donc du coup, c'est déjà... c'est un vivier. Il y a vraiment beaucoup de compétences et beaucoup de connaissances sur ces sujets-là. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on intègre ceux qui ont déjà les compétences et là, pas forcément besoin de les former beaucoup, ou peut-être un petit peu, peut-être à l'anglais, peut-être à certaines choses, mais aussi tous ceux qui sont des personnes qui sont qualifiées, qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire des choses, notamment des femmes. Et nous, on pousse beaucoup pour que nos formations, en règle générale, notamment dans les métiers du digital, 50% soient occupés par des femmes. Ça, c'est important parce que c'est peut-être une manière de sourcer différemment. Exactement. Et de leur permettre, parce que ces femmes, quand on les interroge, elles veulent quand même si on sent que la guerre va durer et que tout cela risque de s'enquister, elles veulent rapidement revenir dans leur pays. Elles ne se destinent pas à vivre en Pologne, en France ou ailleurs. Si on veut prendre des renseignements, on va sur le site de l'Inco si on veut devenir partenaire de l'initiative. Inco-groupe sans e.co. Donc ça veut dire qu'on peut apporter sa contribution Exactement. à cette coalition. On peut recruter une personne, 2 personnes, accompagner des réfugiés dans leur formation. Il y a plein de manières de contribuer, donc il ne faut pas hésiter. Alors commençons à nous tourner vers votre livre. D'abord un mot avant de lire quelques pages que j'ai trouvé assez incroyables en conclusion. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise qui cartonne. Pourquoi vous avez envie comme ça le soir ou le matin, je ne sais pas, d'ouvrir un ordinateur et d'écrire des livres ? Parce que vous n'en êtes pas à votre premier livre. Le bonheur est dans le village, sorti chez Flammarion, puis vous en avez écrit un autre avant. C'est quoi ce désir ? C'est de transmettre, d'expliquer, de convaincre ? Exactement. Moi, je suis très positif finalement dans un monde où on est en face à plusieurs crises, crise économique, crise sociale, crise démographique, environnementale, etc., etc. Et pourtant, moi, je vois au quotidien, et j'ai cette chance, on le voit c'est dans le de livre. voir des personnes qui font des choses différemment, qui montrent qu'une autre économie est possible, Ouais, c'est une exactement économie plus inclusive, plus durable.
Et donc, c'est juste de vouloir transmettre et de dire ne restons pas dans la morosité. Il y a beaucoup de choses qui sont à changer, mais des solutions existent. Alors, je vais commencer par le premier chiffre de votre livre, parce que on l'utilise tout le temps. Alors, votre source, vous la citez, c'est le Figaro de 2017. 85% des emplois de 2030 n'existeraient pas encore. Et même si modestement vous dites un peu plus loin, bon, on n'a pas la liste, c'est très compliqué. Il vient d'où ce chiffre? Là, c'est quoi le... Parce qu'on l'utilise tout le temps. Bien sûr, c'est une étude de Dell, en fait, qui a été faite par Dell, l'Institut Dell, il y a quelques temps, qui montre que, en fait, on est en plein milieu d'une 4e révolution industrielle, celle de la robotique, de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies, etc., etc. Des blockchains, parce que vous en parlez. De la blockchain, des NFT, voilà, tout ça. Et donc, le monde du travail va se transformer. Alors, on peut le déplorer ou pas. Le craindre. Mais en tout cas, et le craindre, et on le craint beaucoup, et il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Et moi, j'ai justement voulu vous montrer qu'il y avait des possibilités qui allaient se créer, en même temps qu'il allait certainement avoir des emplois détruits. Et ça, il faut bien évidemment travailler notamment auprès des plus fragiles pour les aider et les accompagner. Mais en même temps, il y a plein d'opportunités qui vont se créer. Et donc, c'est de dire, voilà à quoi ressemble le rôle métier du futur. Donc, si vous étudiez maintenant, si vous êtes étudiant aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Vous nous dites, et il y aura des exemples, mais préparez-vous. Et on reviendra sur cette volonté, ça ressort dans votre livre. On n'est pas formé comme ça 10 ans de notre vie en étant jeune. Il faut se former tout au long de sa vie. C'est l'expression que vous utilisez, pour rester à la page. Je crois que c'est le mot que vous utilisez. Et c'est exactement ça, parce qu'on est très vite, on entre très vite salarié dans l'obsolescence. Hein. Exactement. Ça va tellement vite. Ça va très très vite. Et en fait, toute catégorie confondue, avant c'était seulement l'école bleue, maintenant c'est aussi l'école blanc. On voit que 95% des comptables risquent de voir leur métier potentiellement disparaître. Ça, c'est une autre étude. Les avocats, les médecins. Ça, c'est l'IA. Oui, c'est l'IA, l'intelligence artificielle principalement. Et donc, du coup, voilà, il y a des chambardements qui existent et qui vont être de plus en plus importants. Et surtout parce que cette nouvelle révolution industrielle et ces technologies, elles changent et elles évoluent de manière exponentielle, contrairement aux précédentes où c'était plus linéaire. Et donc, du coup, il faut s'attendre à des grandes secousses sur le marché du travail. Je voulais juste, ça va être très court, mais à la fin, vous vous êtes bien amusé parce que à travers les portraits, ce sont des portraits de 21 personnages qui existent évidemment. On fait un tour de France à travers eux, des femmes et des hommes innovants, incroyables, qui sont parfois partis de rien. Et à la fin de votre livre, vous nous parlez d'un Sacha, donc un peu un personnage imaginaire, et là, vous nous projetez dans la science-fiction. Alors ce Sacha se lève le matin, et là, vous nous dites, après avoir enfilé des vêtements recyclés, Sacha imprime son traditionnel petit déjeuner à base de criquets grillés sur sa nouvelle table commandée à un exo-artisan. Aujourd'hui, ils seront nappés d'un miel qui vient d'être livré cette semaine par drone directement sur son balcon à la demande de son réfrigérateur. Bon, et puis un peu plus loin, il faut accélérer. Fini l'époque où il n'y avait qu'à s'installer à sa table ergonomique de télétravail pour se retrouver directement en réunion client immersive. En effet, Sacha a longtemps exercé dans la décoration des lieux virtuels au sein des plus grands des métaverses, 800 millions de visiteurs chaque jour, puis une opportunité lui a permis de devenir nostalgique pour s'occuper plus spécifiquement des personnes âgées. Mais au bout d'un moment, tout cet imaginaire a lassé Sacha, qui, après avoir consulté un assistant au bonheur, a pris la décision de retrouver un métier dans le monde réel. Waouh, quelle claque! C'est le monde de demain ou c'est le monde d'aujourd'hui, celui que vous nous décrivez? Parce qu'il n'existe pas encore, ce monde-là. Non, mais c'est le monde qui se prépare en tous les cas, et on voit ces métiers dont je parle, certains commencent à les exercer. Je pense par exemple au métier de méta-architecte. Donc architecte dans le métaverse, aujourd'hui ça existe si vous voulez construire une maison ou une entreprise dans le métaverse. Et il y a beaucoup de grands comptes et de grandes entreprises qui commencent à investir dans ces univers parallèles. Et du coup, il y a des architectes qui le font et qui exercent déjà ces métiers. Donc c'est se préparer à un futur qui risque de se passer, alors sous une forme ou sous une autre, mais d'ici quelques années, ça risque d'être une réalité. Vous évoquez d'ailleurs, non pas le métaverse, vous en parlez des métaverses, mais vous parlez de ces deux garçons qui, dans un premier temps, ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire et qui ont commencé à modéliser et fait des maquettes virtuelles pour faire des maisons et ça a cartonné. Donc c'est finalement un peu ça. Quand même, vous dites, je voudrais que vous le développiez parce que loin d'une vision pessimiste, vous dites que la technologie va nous sauver. Je vous cite, nous avons à portée de main de mettre définitivement fin au chômage. Alors la technologie ne va pas nous sauver. Ça, c'est pas mon propos. C'est de dire qu'il y a des changements technologiques qui existent et qui sont certains. Et donc, inéluctables. Inéluctables. Et donc on peut le déplorer encore une fois, mais c'est la réalité. Ça va changer
Ce que je veux dire, c'est que à la fois, ça va détruire beaucoup d'emplois et il y a beaucoup de personnes qui vont se trouver sur le carreau. Et je pense que ça va en créer beaucoup. Mais l'objet de ce livre, c'est de dire on n'est pas prêt aujourd'hui. Si on ne fait rien, la technologie, elle va créer plus de précarité finalement et plus de désespoir Oui. parce qu'on ne l'aura pas préparé, parce qu'on sera formé. Ce qui va nous sauver, c'est la formation, c'est l'éducation. Et c'est ça l'outil qui nous permettra d'être prêts pour le monde de demain. Et je le dis d'autant plus que quand on regarde les différents classements PISA qui existent aujourd'hui, la France est plutôt en milieu de tableau et plutôt en train de Et régresser. elle régresse, ouais. Et il y a des pays qui ont réussi à anticiper ça et qui travaillent là-dessus. Et donc l'avantage comparatif de demain, ce qui fait la différence entre un pays et un autre, ce en quoi il sera attractif, ça sera la qualité de la formation et la qualité des personnes qui y travaillent. Alors ça, vous l'évoquez à plusieurs reprises. Je pense à Amélie, là, qui fait ses criquets, qui a monté ses fermes urbaines, où elle a une production de fraises notamment très importante, et ça cartonne aussi. Et ça, c'est un portrait très intéressant à découvrir. Vous le martelez tout au long de votre livre. Formation tout au long de la vie pour rester à la page, ça c'est très important. Et vous, sans le dire abruptement, parce que vous êtes quelqu'un de très diplomate, c'est presque une remise en question de notre modèle éducatif, parce que vous nous proposez même des contre-modèles. Vous dites, le prof, ça ne sera plus un prof, mais un coach. Il sera là pour accompagner. On laissera aussi l'étudiant ou l'élève aussi prendre l'initiative. Enfin, racontez-nous cette espèce de vision d'un modèle éducatif presque inversé, là. Oui, alors c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est Non. juste en regardant un peu ce qui existe. Et je me suis dit, mais c'est qui les pays en tête des classements PISA? Et donc j'ai vu l'Estonie, la Finlande. Je me suis dit, bon, l'Estonie, la Finlande, pourquoi? J'ai essayé de regarder pourquoi, et c'est vrai aussi pour Singapour notamment et des pays d'Asie du Sud-Est. Et en fait, je me suis rendu compte que la différence, c'est elle commence dès l'école et dès l'école primaire et même avant. C'est la manière d'apprendre. Nous, on a une pédagogie qui est très verticale. Clairement. C'est-à-dire qu'on a un prof qui a le savoir, qui nous le donne, on l'ingurgite et on doit le recracher lors d'un contrôle. Et comme ça, on passe d'une classe à l'autre. Dans ces pays-là, surtout en Finlande, qui est dans le haut du classement pour ce qui est la lecture et l'écriture, en fait, c'est très différent. L'enfant n'apprend pas à lire et à écrire avant 7 ans, mais il apprend à apprendre d'abord. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, il y a cette question-là, comment tu fais? Et lui cherche des solutions un peu partout, il les cherche lui-même. Et lui-même, son propre pédagogue, il est assisté bien évidemment d'un professeur qui l'aide, mais qui le laisse avancer. Et après, derrière, apprendre à lire et à écrire, ça devient un jeu d'enfant. Ça, vous l'expliquiez, il faut travailler sur la créativité, l'inventivité, et pas forcément commencer sur les socles, parce qu'on en parle beaucoup, lecture, écriture, dès l'âge de 5 ans, 6 ans. Vous dites on peut inventer le modèle différemment. Ça veut dire que c'est quand même une remise en question, et vous évoquez des modèles d'école qui font l'inverse, vous les citez d'ailleurs. Il faut le généraliser, parce que ce que j'ai lu et ce que j'entends, c'est qu'on ne peut plus massifier la formation et l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on individualise le plus possible. Mais c'est compliqué. C'est-à-dire que pour chaque individu, on va essayer d'adapter, et vous dites que l'IA et l'ensemble des technologies peuvent justement accompagner cela. C'est ça votre pensée? Exactement. L'école de Jules Ferry, qui est fantastique. Les hussards noirs de la République. Voilà, exactement, qui était très en avance sur son temps et qui a inspiré beaucoup de pays. C'était quoi? C'était de former des gens, un maximum de personnes, monter le niveau d'éducation, et c'était fabuleux. Mais c'était aussi dans une période, en fait, de deuxième et de troisième révolution industrielle après, où en fait les gens étaient finalement assez interchangeables. Et du coup, l'économie telle qu'elle était, ce type de formation massifiée de cette manière-là, c'était former des gens pour qu'ils exercent pendant 42 ans le même métier. On ne change pas de boîte. On change pas de boîte, on est dans l'entreprise. Or, ça a complètement été transformé. Et donc, c'est là où il faut réinventer aussi l'éducation pour être plus sur du sur-mesure, sur un accompagnement sur-mesure, ne plus être dans la massification, mais sur effectivement cette pédagogie différente, et puis d'apprendre de manière différente, parce que les enfants du début du XXe siècle ne sont plus du tout les mêmes que ceux du début du XXIe siècle. Par les smartphones, l'Internet. Par tout ça, par aussi le rôle qu'ils ont. Aujourd'hui, un enfant, c'est très sacré, ça l'est beaucoup plus que peut-être qu'avant. Et donc, il y a cette perception de soi-même. Alors, après, on peut rentrer dans la psychanalyse et la psychologie, mais en tous les cas, voilà, le monde a changé, et donc il faut aussi que l'éducation s'adapte à ce monde qui arrive. Pourquoi ? Parce que sinon, les enfants de demain auront beaucoup de mal à s'intégrer sur le marché du travail. Alors, il y a un chapitre que j'ai trouvé assez intéressant, et Bastien nostalgique, donc du côté de Poitiers. Et là, vous avez une partie que je trouve incroyable sur la revalorisation, le fait d'être fier d'exercer son métier. Et vous citez l'exemple d'une aciérie. Alors, on n'est pas dans l'école blanc, on n'est pas dans la technologie informatique, on est dans une aciérie. Et en fait, il y a une étude passionnante qui, dans cette aciérie, montre que ceux qui sont vraiment au fourneau, ceux qui sont près de la matière chaude, brûlante,
à la fois sont fiers et tombent moins malades que ceux qui sont dans le polissage de l'acier. Et en fait, vous dites, et vous le développez, que c'est parce que la valorisation, le côté fier, guerrier, d'être près des fourneaux, de l'acier qui coule, les valorise, leur donne du sens. Ça, je trouve ça incroyable. Et que les autres sont moins valorisés et finalement sont un peu plus patraques, un peu plus fragiles. Exactement, et pourtant c'est un métier qui est plus pénible. Et qui est beaucoup plus pénible, bien sûr. Ça montre quoi? Ça montre cette tendance qui est très forte, que le sens est absolument fondamental dans le travail, et on est en pleine accélération aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir un métier, c'est pas seulement gagner sa vie. Pour beaucoup, malheureusement, c'est le cas. Hein. Ils le font de manière alimentaire. Oui. Il y a beaucoup de jobs qui sont là-dessus. Mais l'aspiration qu'il y a, profonde, de tout le monde, c'est de gagner sa vie, certes, mais aussi d'avoir du sens et de faire quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est quand on a de la chance. Enfin, Voilà. Exactement. Bah oui. Ça, c'est réservé qu'à une partie. Mais l'aspiration globale, c'est celle-là. Et donc, du coup, c'est de travailler sur les métiers de demain. Et ce que je dis, ce que je trouve intéressant dans l'intelligence artificielle, la robotique, c'est que finalement, les robots, oui, ils vont nous remplacer sur une partie des jobs qui existent, mais ils vont nous remplacer sur les métiers les plus pénibles et finalement les plus automatiques. Et donc, il y a plein d'autres jobs qui vont se créer. C'est pour ça que je suis positif. Et donc, il faut former les gens pour qu'ils puissent intégrer ces jobs-là qui ont plus de sens et qui révèlent finalement un peu plus notre humanité. Quand même, sur la fierté, sur les soft skills, parce que c'est de ça dont il est question, comment on réinvente? Parce que vous êtes à la fois un écrivain quand vous faites ce livre, mais vous êtes aussi un chef d'entreprise, donc aussi vous accompagnez vos clients, vous aussi, vous les aidez à accoucher d'une autre histoire. Comment on change de modèle? Parce que ce que vous évoquez dans le livre, c'est un changement de modèle. C'est pas des mesurettes, on réinvente, on forme différemment nos profs. Ça se fait sur combien de temps, ça? Il nous faut encore 25 ans pour se transformer? C'est quoi Parce que c'est pas rien, quand même, ce que vous dites. La certitude, c'est qu'il faut commencer vite. Là, maintenant. Et que c'est maintenant que ça se joue. Je pense qu'il y a un modèle global de société qu'il faut transformer. Et moi, je me bats pour ça depuis 10 ans à travers Inco. C'est que je pense que globalement, on a tous envie d'un monde qui soit à la fois plus inclusif et plus durable. Et donc, créer aussi des modèles économiques qui soient des modèles plus durables et que les entreprises contribuent très concrètement à changer le monde, en gros, et à répondre aux grands enjeux planétaires du 21e siècle. Et donc, c'est par les modèles économiques qu'il faut changer. Alors, comment ça se passe? C'est simple, enfin, il y a plein de solutions pour le faire. Notamment, il faut favoriser, encourager, que ce soit à travers la commande publique, à travers la fiscalité. Il y a plein de leviers aujourd'hui pour favoriser ces entreprises-là, pour favoriser des fonds d'investissement qui investissent dans des projets verts, dans des projets qui font de l'inclusion, qu'on aille plus loin que les critères ESG, que ce qui existe, etc. Donc, en gros, on a les outils pour le faire, mais a-t-on intérêt? Et est-ce que globalement la société a intérêt, et notamment ceux qui nous dirigent et ceux qui gèrent nos... Là, on arrive à un hiatus, là. Et là, on arrive à un conflit. Ah oui. Voilà. Sauf que je pense que la majorité des gens aujourd'hui a envie, en tous les cas, que ça change et que ça se transforme. Vous parlez des CDI, parce qu'une émission où on parle beaucoup de CDI, vous dites même le CDI est en train de voler en éclats, c'est-à-dire les entreprises du monde ouvrier du XXe siècle sont en train de se transformer, le CDI, il est concurrencé, vous évoquez des initiatives dont on a parlé sur ce plateau d'ailleurs, l'idée de ne pas passer par la case chômage, mais d'être récupéré par une sorte de collectivité d'entreprise, et on change de poste et on se déplace d'entreprise à l'entreprise. En fait, quand on lit votre livre, on se dit, mais effectivement, on est dans un monde très pessimiste, très noir, et quand on lit votre livre, on se dit, mais ces gens-là, ils existent, hein, vous les avez rencontrés, j'imagine que vous avez fait le tour de France, vous avez pris le temps de mettre votre dictaphone et de les écouter, ça existe. Comment se fait-il qu'on ne montre que la partie un peu sinistre de notre monde? Parce que ce que vous racontez là, c'est des gens qui réussissent, hein. Je pense à ces gens qui font leur carte Panini de jeunes, ils ont fait leur Panini version numérique en NFT, et ça cartonne, puisqu'ils se développent dans le monde entier. Pourquoi c'est une vision toujours un peu sombre? C'est la faute des journalistes? Enfin, je me fais une sorte d'autocritique. Qu'est-ce qui fascine aujourd'hui quand on allume les chaînes d'infos? Il n'y a que des drames et des catastrophes. Et finalement, les histoires positives, il y en a très très peu. Et on en entend, pour ma part, très peu parler. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de drames qui existent. Il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, c'est en train de s'accélérer. Il y a beaucoup de crises. On est au milieu de plusieurs crises. Et ça, c'est une réalité. Pour autant, moi, je constate depuis des années qu'il y a des solutions qu'on peut faire autrement et que c'est possible de faire autrement. Et c'est pour ça que, modestement, j'ai voulu aussi prendre la plume, parce que je trouve qu'on n'entend pas forcément suffisamment parler de tout ce qui fonctionne. Et pourtant, je suis convaincu, et je le vois, qu'on peut créer un autre monde. Mais le modèle que vous proposez à travers
vos histoires, parce que ce n'est pas un programme politique, qu'on soit clair, hein, vous ne présentez pas dans 5 ans l'élection présidentielle, mais on vient de le dire, il vient quand même se heurter sur des questions d'employabilité. Vous dites cette phrase, notre socle de compétences est trop faible, personne n'est inemployable. Donc il y a un double constat. Notre socle de compétences est trop faible. Ça veut dire que ce qu'on acquiert par le savoir scolaire ne nous permet pas d'être employable, si je le prends dans l'autre sens. Alors ça nous permet d'être employable pour partie, mais ce que je sais, c'est que les gens qui sont en emploi aujourd'hui, ça c'est une étude notamment qui a été faite au niveau mondial dans les pays de l'OCDE en gros, les gens qui sont en emploi aujourd'hui, 50% ne sont déjà plus à la page et mériteraient d'être reformés et auraient besoin d'être reformés. Et en fait, on n'anticipe pas suffisamment ça. Parce que on est tous en train de... Le monde du travail, il évolue aussi, l'économie, elle évolue aussi. Et donc, on ne met pas et on n'investit pas assez sur la formation. Et là, tout le monde est coupable. Que ce soit les entreprises, que ce soit les pouvoirs publics et nous tous. Pourtant, Nicolas, on a le budget. Enfin, je veux dire, c'est un hydre à plusieurs dizaines de milliards, quand même, la formation. Bien sûr, il y a un gros budget. Mais ce qui est, par exemple, il y a ce qu'on appelle les crédits de formation aujourd'hui. Moi, on m'appelle souvent pour dire, bon, est-ce que vous avez dépensé vos crédits formation, etc. Aujourd'hui, c'est une très bonne initiative sur la base, c'est de dire on investit. Sauf que pour une personne, une mère célibataire ou pour quelqu'un qui est peu qualifié, etc., naviguer dans le monde du futur, comprendre là où il faut se former, chez Sacha, etc., c'est très très compliqué. Parce qu'il faut de l'accompagnement en plus, il faut de l'humain en plus. C'est-à-dire c'est bien d'avoir des sous pour se former. Donc c'est un coût, ça. Mais il faut avoir, et ça a un coût bien évidemment supplémentaire. Donc ça nécessite encore de l'investissement. Mais moi encore, je suis persuadé que c'est l'avantage comparatif de demain entre les différentes zones économiques mondiales. On n'aura pas le temps de parler de la blockchain, mais vous évoquez aussi l'idée que les collaborateurs, les salariés peuvent aussi se tourner, enfin c'est en tout cas comme ça que vous l'évoquez, vers des postes ou des tâches plus gratifiantes, parce que la blockchain peut aussi les délester de choses qui sont fastidieuses, on est d'accord. La blockchain, c'est quoi? C'est un suivi numérique, on peut contrôler de A à Z. Hein, c'est ça. Exactement. Il n'y a pas que la blockchain, il y a la robotique en règle générale, il y a un certain nombre d'IA. En gros, les nouvelles technologies permettent de rendre nos emplois plus humains et de faire des tâches qui sont plus humaines par rapport à d'autres. Et donc, du coup, finalement, de retrouver du sens. Et c'est ce vers quoi il faut aller. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne sont pas confrontés à cette réalité, qui vivent de manière précaire et difficile. Mais pour autant, il faut investir justement massivement pour les accompagner, pour les aider, parce que des jobs, on le voit comme sur la crise ukrainienne et les métiers du digital, les métiers du vert qui vont créer et embaucher beaucoup, il y a de la place et finalement, demain, peut-être qu'on arrivera même à mettre fin au chômage. D'ailleurs, vous le soulevez sans le soulever, mais à travers vos histoires, on a aussi en face une pénurie de main-d'œuvre. On a 1 million d'emplois à pourvoir et on n'a pas de salariés en face. Et c'est là où il faut qu'on s'arrache la tête. Et c'est vraiment ça le paradoxe. Donc on ne se comprend pas parce que d'un côté, on a des gens qui cherchent vraiment du boulot, d'autres qui cherchent vraiment des salariés. Et ils se parlent pas. Finalement, ils se parlent pas, etc. Mais pourquoi? Parce que il y a pas suffisamment de formation et il n'y a pas d'adéquation entre les compétences et les postes qui existent. Et on n'investit pas suffisamment, je pense, là-dessus. Et Dieu sait si le monde va très vite. Vous entendez quand même l'argument de ceux qui disent mais j'ai très peur du monde de Sacha. Le monde que vous avez décrit avec ce miel que j'ai commandé grâce à mon réfrigérateur, et puis je suis avec ma table ergonomique en train de télétravailler. Il y a une partie de la population qui est rétive. Vous dites de toute façon, c'est la marche de l'histoire, c'est inéluctable. C'est inéluctable, moi. En tout cas, j'y peux rien. C'est pas vous qui l'avez inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, il y a 30-40 ans, si on nous parlait de smartphone et de la manière dont on vit aujourd'hui, de monde virtuel, de réseaux sociaux, je pense que les gens auraient flippé pareil. Donc, c'est aussi le sens de l'histoire. Ouais. Les choses évoluent beaucoup. Sauf que là, ça s'accélère et ça évolue de plus en plus. Il faut préciser que l'électricité avait été contestée, vous le dites dans votre livre au début, où l'électricité arrivait, les Français ont dit mais c'est pas possible, enfin on va nous espionner. De la même manière que l'IA est aujourd'hui extrêmement challengée et critiquée. Merci Nicolas Hazard d'être venu nous faire partager votre regard. Lisez ce livre, Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Parce que c'est à la fois des histoires d'entrepreneurs, mais c'est aussi une vision du monde de demain, avec les technologies, avec ce que ça peut nous apporter de positif, parce que vous êtes optimiste. On l'a bien entendu ce message. Vous êtes le fondateur de Inco, entreprise créée il y a une dizaine d'années, et puis avec votre initiative, je le rappelle, en direction des réfugiés ukrainiens et ukrainiennes, avec bien une coalition d'entreprises pour accompagner plus de 100 000 réfugiés en France, mais évidemment partout en Europe, cela va sans dire. Merci Nicolas Hazard de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur
sur l'emploi. Là, on parle d'emploi, mais de manière peut-être un peu plus théâtrale. Bah oui, est-ce que quand on est comme ça candidat, on joue un peu une forme de comédie? Est-ce qu'on peut l'associer finalement à une forme d'espace scénique? On en parle avec Thierry Bismuth, un fan de recrutement. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On accueille Thierry Bismuth. Bonjour Thierry, ravi de vous accueillir, fondateur du réseau Odyssée RH. Et vous aimez parfois comme ça mettre un petit pas de côté, vous comparez, et on va en parler, le recrutement à finalement une scène de théâtre. Oui, c'est-à-dire que, comme vous le savez, ça fait quelques mois qu'on répète une pièce de théâtre qu'on va jouer à Avignon et qui s'appellera On vous rappellera. Et en répétant... Ah, vous êtes venu faire votre promo sur le plateau. Bon, j'en ai fait une seconde, c'est terminé. Allez-y. Non, mais c'est terminé, c'est terminé. Ça sera à Avignon. J'ai vu que vous faites la promotion des livres, je me suis dit pourquoi pas moi. Alors, effectivement, on la répète et ça fait des mois du coup que je partage mon temps entre le théâtre et le recrutement. Et je me rends compte que, alors que ce sont des univers dont on pourrait penser qu'ils sont assez éloignés, parce que le recrutement c'est quand même du business, quoi qu'on en parle quand on le fait en prestation de service, eh bien il y a beaucoup de choses qui les relient. Et en travaillant justement sur ces passerelles, parce qu'effectivement elles m'amusent, je suis retombé sur une phrase de Sacha Guitry qui, je crois, dit l'essentiel. Elle dit: la difficulté au théâtre, ça consiste pour un comédien à faire ressentir des émotions au spectateur qu'il ne ressent pas lui-même. Eh ben, je crois que je ne pourrais pas mieux dire du recrutement et de l'entretien d'embauche, en étant un peu évidemment provocateur, mais finalement, quand on poste en entretien d'embauche, tout le monde ment. Quand on est candidat, on est d'accord. Hein. Quand on est candidat, mais quand on est recruteur aussi. Que vous mettiez d'un côté ou de l'autre du bureau d'entretien, tout le monde ment. Alors, tout le monde ne ment pas totalement, mais exagère, dissimule. Bon. Enjolive un peu. Ah oui, un candidat, ça a tendance quand même à enjoliver son niveau d'anglais, à raccourcir ses périodes de chômage en faisant une extension de ses périodes de travail, en augmentant un peu les résultats qu'il a obtenus. D'ailleurs, quand on fait les contrôles de référence, on le contrôle et on le prend avec bienveillance. C'est le jeu, c'est la règle d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est au métier de recruteur que de contrôler tout ça. Mais c'est vrai aussi. Donc, tu veux dire, il y a une petite part de comédie dans cette espèce de jeu entre le candidat et le recruteur. Oui, tout n'est pas totalement vrai, tout n'est pas totalement faux. Et c'est aussi vrai du côté recruteur, parce que quelle entreprise peut droit dans les yeux affirmer que les valeurs d'entreprise qu'elle affiche crânement sur ses annonces sont totalement respectées et représentent la réalité de l'entreprise? Il y a aussi un écart pour une raison simple, c'est que la plupart des valeurs d'entreprise, quoi qu'on en dise, sont co-construites avec des agences de com qui parlent beaucoup avec les services RH, avec la direction d'entreprise, mais qui passent assez peu de temps dans l'entreprise auprès des collaborateurs pour s'assurer effectivement que ces valeurs sont totalement respectées. Évidemment. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... qu'est-ce que doit faire l'entreprise dans cette relation-là alors? Bon, d'abord, il faut bien... Honnête, ça doit être honnête. Alors, transparente. Si elle est honnête, c'est un peu comme un joueur de harpe dans un orchestre où il n'y aurait que des cymbales et des trompettes. Si je joue de la harpe et que je suis honnête, dans un monde où tout le monde joue de la trompette, j'aurais beau être le seul à jouer juste, personne ne m'entendra. Donc la tentation est grande quand même de jouer un peu de cymbales ou de trompette puisque tout le monde en joue. Donc il y a ce premier sujet. Participer à cet tintamarre, quoi. À cette surenchère, peut-être, on va dire comme ça. Alors, c'est d'autant plus vrai que plus il y a pénurie de talent, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, plus on est tenté d'aller attirer le rare candidat qu'on a trouvé il y a encore quelques années sur des besoins pénuriques. On trouvait 3, 4, 5 candidats dans la salle d'attente et évidemment on essayait de faire notre mieux pour en convaincre un. Aujourd'hui, quand on en trouve un qui s'intéresse à nous, on est content. Et donc évidemment, on est encore plus tenté de laisser tomber le grand déballage et de surjouer en avant les promesses. Ouais, c'est ça, on surjoue. Mais alors, juste pour rester bien dans l'angle que vous avez choisi, parce que je sais que on voit la passion qui vous anime, tant dans votre métier que sur ce que vous préparez là pour Avignon, deuxième promo. Quel est le rapport avec le théâtre? En fait, il est très simple. Admettons, et je m'adresse à tous les recruteurs qui nous écoutent et qui nous regardent, admettons que vous soyez, vous recruteurs, dans une salle de spectacle et que vous regardez un théâtre, une pièce de théâtre, et que vous voyez que ce théâtre parle par exemple d'une entreprise avec ses valeurs, son recrutement, son quotidien. Eh bien, vous êtes spectateur, mais ça prend pas. Vous n'arrivez pas à vous embarquer dans cette histoire. Vous savez qu'il y a plein de pièces de théâtre, on s'y assoit, et puis des fois on se laisse emmener, et puis des fois on est sur le côté, on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. C'est vrai aussi pour les films d'ailleurs. Eh bien, imaginons que vous soyez ce spectateur et que l'histoire qu'on vous raconte avec les valeurs de l'entreprise, vous n'arrivez pas à accrocher. Pourquoi? Parce que cette histoire qu'on vous raconte, vous l'avez déjà vue 100 fois. Parce qu'à force de la voir, les mêmes histoires, les mêmes valeurs, les mêmes personnages, vous n'y croyez plus. Et que d'ailleurs, cette histoire, elle vous a lassé et elle vous plaît moins. Et c'est pareil pour les candidats. Aujourd'hui, ces promesses d'entreprise, ces valeurs d'entreprise, ces engagements RSE qui sont affichés partout, qui sont annoncés partout. Trop joué, quoi. Ouais, plus personne. C'est usé, quoi. Les candidats n'y croient plus. Ils ont besoin qu'on leur démontre tout cela. Et du coup, effectivement, ils restent un peu à côté. Alors, il ne faut pas non plus oublier qu'aucun candidat n'a fait le deuil de son
son projet personnel. Il ne faut pas croire que pour sauver la planète, tout le monde est prêt à renoncer à ses prétentions personnelles. Donc eux aussi, les candidats, il faut leur parler de ça. Mais ils ont de plus en plus de mal à croire à ces sujets-là. Et donc cette scène de théâtre, qu'est l'entretien d'embauche, pour y revenir, sur laquelle tout le monde se ment un peu, mais pas totalement, eh bien, le candidat, il a de plus en plus de mal à rentrer dans cette histoire. Mais comment on traite, là je me mets du côté du recruteur, du côté de votre métier, comment on traite cette prise de recul, justement ? Alors, la première tentation, elle est évidente, on l'a dit, c'est la tentation de la surenchère, de participer à la surenchère, finalement. Et c'est là, je crois, le rôle des RH dans l'entreprise, parce que souvent, l'opérationnel, lui, surtout si c'est un manager commercial, il a tendance à vendre, à survendre son poste. Il a un poste à pourvoir, il est pressé, il sait qu'il y a peu de candidats. Le candidat est là, il va transformer l'entretien d'embauche en entretien de vente, quoi, quasiment. Ou de survente, d'ailleurs. Je crois que c'est le rôle du RH, là, justement, de calmer le jeu. Il n'a pas le même impérieux besoin, le RH, de pouvoir le poste immédiatement. C'est son rôle de prise de recul que d'avoir un moment de vérité avec le candidat, un peu comme dans une pièce burlesque. On peut avoir beaucoup d'humour, beaucoup de comédie, et à un moment, il y a un moment de vérité. Et le RH, je crois que son vrai rôle aujourd'hui, c'est justement de générer ce moment de vérité pendant le processus de recrutement. Ça peut être en entretien, ça peut être à la fin du processus, avec le candidat. Donc, ça veut dire quoi ? Il faut entrer dans la danse du mieux-disant ? Comment ça se passe là ? Parce que ça devient concret. C'est vrai que si c'est qu'un B2B avec le manager, le candidat est en difficulté. Il faut que le RH vienne apporter aussi sa contribution. Alors pas trop tôt, parce que vous l'avez dit vous-même, si le RH, enfin en tout cas si le moment de vérité arrive trop tôt, on n'entend pas la proposition de l'entreprise. Donc c'est normal de faire de la communication RH, de faire de la marque employeur, de mettre en avant ses atouts, quitte à les grimer un peu pour les améliorer. Et à un moment donné du processus, il faut revenir à un moment de vérité. Et là, je crois que c'est la vertu du RH de le faire là où l'opérationnel parfois ne prendra pas ce recul-là. C'est pas pour challenger votre thème, mais c'est vrai que c'est pas si bon d'être trop dans le théâtre quand on fait du recrutement, parce qu'il y a une part de fiction, de mensonge, enfin de dissimulation, parce que c'est un peu ça aussi le théâtre. C'est aussi de la réalité qui n'en est pas. Alors c'est vrai, mais n'oublions pas que c'est pas parce que tout n'est pas vrai que tout est faux. C'est pas parce que tout n'est pas tout à fait réel que rien n'est réel dans un processus de recrutement, un peu comme dans une pièce de théâtre, où même si parfois on est à côté de la réalité, il y a des moments de vérité, comme je l'ai dit. Et je n'oublie pas non plus, et je l'ai dit en amorce, que le candidat lui aussi surjoue. Lui aussi il ment, lui aussi il dissimule. Et c'est le rôle du recruteur de comprendre que le candidat qui va dissimuler ou surjouer son entretien, parce qu'en fait il va jouer le candidat que le recruteur attend, bien sûr. Eh bien dans ce jeu-là, il y a des moments de vérité du candidat, un peu comme quand on va voir... Un casting, c'est comme un casting. Mais quand je vais voir Lucchini par exemple, il y a du Lucchini dans chacun des personnages qu'il joue. Eh bien c'est pareil pour le candidat, il va jouer un personnage qui est celui que le recruteur veut, mais si on regarde bien, on va trouver dans le discours du candidat des moments de vérité. Un conseil à l'entreprise, parce que là on a vu le candidat qui pouvait surjouer. Qu'est-ce que doit faire l'entreprise en 15 secondes ? Dit d'une phrase, c'est de bien comprendre que dans les parts d'ombre, dans les parts de lumière un peu artificielles de l'entretien, il faut avoir une technique d'entretien pour aller chercher des moments de vérité, pour justement faire tomber le décor, faire tomber... Et donc ça, c'est de la technique d'entretien qui permet d'avoir des moments de vérité. Faire comprendre à l'autre que, voilà, entrons dans la vérité. On se dit des vraies choses, quoi. Et accepter que nous aussi, on est un peu dans la survente de temps en temps et qu'à un moment donné, on se met à nu. On pose les masques. Voilà, on pose les masques et on se dit, on a des moments de vérité. Et donc, on fait plus de théâtre. Si on vient au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet, nous voir, on vous rappellera. Comment s'appelle votre pièce ? On vous rappellera. On vous rappellera. C'est une satire du marché de l'emploi et des pratiques d'entreprise. Et j'offre, si vous le voulez, tous les jours du Festival d'Avignon, 5 places pour les spectateurs de Bismart et de Smart Job. Vous allez sur le site Odyssée RH et vous avez 5 places gratuites tous les jours, simplement en vous connectant. Mais attendez, la régie exulte, je ne sais pas si vous l'entendez ici à l'antenne, mais 5 places pour vous, téléspectateurs de Bismart, et aussi ceux qui nous écoutent, je sais que vous nous écoutez en podcast. Si vous êtes à Avignon, on vous rappellera. Pièce écrite avec Thierry Bismuth, et je crois que vous l'écrivez à plusieurs mains, me semble-t-il. Et puis c'est une compagnie géniale. C'est bien noté, 5 places tous les jours. Tous les jours du 7 au 30. Avec un verre offert ou pas ? C'est vous qui me le paierez, le verre. C'est très bien. Vous êtes très malin, Thierry. Merci d'être venu nous rendre visite. Bon vent à Avignon, parce que ça commence à se précipiter. Hein. Avignon, c'est pour bientôt. On essaiera. Écoutez, j'espère qu'il y aura des téléspectateurs de Bismart qui seront présents. On fera une petite annonce d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Parole tenue. Hein. Promis. Merci à vous Thierry, l'émission est terminée, on a un tout petit peu débordé, merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à Théo pour la réalisation, merci à Alexandre pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily évidemment, merci à vous tous qui nous suivez, nous accompagnez et réagissez sur les réseaux sociaux. Bye bye, je serai là demain.